Merci. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vous ai bien écouté hier, j'ai suivi attentivement les interventions, j'ai entendu beaucoup de choses que je savais, des références, souvent les miennes. J'ai été étudiante pendant 5 ans donc aux Beaux-Arts, et puis maintenant le master de création littéraire à Paris 8. Aux Beaux-Arts, j'ai appris à avoir un avis sur tout, même quand je n'en avais pas. J'ai appris Oka, Sorrentino, Federman, Bolaño, j'ai appris Attic, j'ai appris Deleuze un peu, j'ai appris Bessette, Barthes, Tarcos, Booth, Benjamin et j'en passe. J'ai appris à prendre la parole, à imposer ma parole, mon corps dans l'espace, j'ai formé mon esprit, on m'a invité à écrire. À l'université, plus précisément à Paris 8, on me donne également des outils pour penser, bien évidemment, du temps, c'est super important. Mais ce qu'on m'a appris, et j'en suis particulièrement reconnaissante, c'est autre chose. J'ai fait une rencontre. J'ai vu une manière d'enseigner, un enseignement où on ne m'imposait pas une parole forte et des références comme j'avais toujours cru que ça devait être le cas. J'ai appris que la manière dont on parle, la manière dont on apporte un contenu, la forme donc, participe à ce contenu et le détermine peut-être. À l'université, étrangement, j'ai vu un professeur qui pensait réellement la pédagogie. Il n'était pas sur son estrade à délivrer la parole, non, il donnait la parole à l'autre, nous. Il posait des questions pour nous faire parler, les étudiants, nous faire réfléchir pendant 3 heures. C'est pas toujours brillant, on perd certainement en qualité, mais je crois que c'est bien le plus important. Apprendre aux gens à penser et leur en donner l'opportunité sans que la parole ne soit forcément un combat, mais en tout cas et dans tous les cas une expérience et un échange. Maintenant, je vais me prêter à l'exercice pour lequel on m'a invité, raconter, exposer le mémoire que j'ai écrit aux Beaux-Arts de Lyon il y a 2 ans et exemplifier ce que nous nous sommes racontés. J'aurais aimé que nous puissions être plusieurs à le faire parce que nous sommes en train précisément de le faire. Donc, ce mémoire, que je vais vous raconter, pardon. Donc quand j'ai commencé à écrire le mémoire, j'étais en stage aux États-Unis, à Los Angeles. Je rédigeais une sorte de journal de bord à la première personne et je ne savais pas vraiment qui ferait partie du mémoire. Ensuite, ça a été une série de rencontres. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai découvert l'essai de Vincent Deben, L'adieu au voyage. Donc dans ce livre, il part d'un constat. Les ethnologues français des années 30 reviennent de leur voyage d'études et produisent 2 textes. Donc l'un est scientifique, une thèse, et l'autre plus littéraire, de l'ordre du récit, pour pallier ce qu'il appelle le manque du document, l'atmosphère. Donc c'est ce qu'il appelle le second livre. Alors ensuite, j'ai nourri le fantasme forcément de réconcilier les 2 livres en produisant un objet qui allierait les 2. Ensuite, nouvelle rencontre, Milgensius et Migondis, donc un roman de Gilbert Sorrentino. Le roman a déterminé la forme de mon mémoire. Donc un samigondis, c'est un migenstu, pardon, c'est un ragoût irlandais qui est fait de restes de viande. Et ce livre, c'est un espèce de patchwork et de jeux, de collages, de typos, de nuances, de genres, de dessins, un peu tout. Et donc moi, je me suis dit que j'allais pouvoir continuer mon récit de voyage, le transformer en fiction et puis faire naître des théories dans un grand pot-au-feu finalement. Et donc il y a 2 pages indépendantes, donc il y a celle de gauche qui travaille les outils et les références et celle de droite qui porte le récit et sa métathéorie si on peut dire. Donc ce que je voulais c'était vraiment que chaque texte soit pensé comme un fragment indépendant et autonome avec son rythme propre, mais à la fois que tout prenne sens en fait dans l'ensemble. Ensuite, avant-dernière rencontre, donc c'est l'essai de Richard Saint-Gelais qui s'appelle Fiction transfuge, dans lequel il développe un concept de transfictionnalité. Donc la transfictionnalité, en gros, c'est le fait d'emprunter un personnage, un élément de décor, un monde à un autre auteur ou à soi-même et de l'infuser dans son récit. Donc non seulement Milgensius de Sorrentino mettait complètement cette chose-là en pratique, parce que en fait ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il emprunte des personnages donc à d'autres auteurs, donc à Hammett, Fitzgerald et d'autres. Et en plus, c'est également ce que j'avais commencé à faire dans mon propre récit, où je commençais à introduire des dialogues de films, à emprunter des personnages. Donc, dans le roman de Sorrentino, à un moment, il y a un personnage qui tient un journal, et à un moment, il écrit « Me voir infliger cette vie terriblement vulgaire que l'on a inventée pour moi représente une mortification.
Il est maintenant évident que non seulement Lamont est un très mauvais écrivain, mais également qu'il n'a pas la moindre idée de la direction à donner à son livre. Lamont a commis une grosse erreur par inadvertance, évidemment, mais une erreur tout de même. Il semble qu'en utilisant la technique que, d'après ce que j'ai compris, on appelle flashback, notre honoré auteur ait déchiré le continuum espace-temps, nous accordant ainsi un tantinet de liberté. Donc, ce qui m'intéressait aussi dans ce récit, c'était la superposition des couches et aussi la position la mise en écriture de l'écrivain en train d'écrire, je me répète. Et du coup, le va-et-vient. Et donc, moi, dans mon propre récit, qui est vraiment la trame en fait de la théorie, il y a 4 parties. Donc, la première partie, c'est un journal qui est écrit donc à la première personne, comme je l'ai dit, et qui est en fait écrit pas vraiment par moi, mais par Lorna Flambeau, bien sûr, qui est une poétesse un petit peu ridicule et gnangnan dans le roman de Sorrentino. Et en fait, moi, c'est devenu ma non-héroïne archétypale qui signe maintenant tout ce que j'écris parce que en fait, je l'aime beaucoup. Et ensuite, la seconde partie, donc ça commence par une note de bas de page, c'est Lorna disparaît à mesure qu'elle apparaît. Donc là, le récit se transforme petit à petit en fiction et j'introduis des scènes de films dont les personnages pourraient être joués par les miens et vice-versa. Dans la troisième partie, il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est la jeune fille qui est tombée dans la piscine ce soir-là. Donc celle-ci, elle est empruntée à un roman de l'Argentin Rodrigo Fresán, donc on vous lira quelque chose sur elle. Et la quatrième et dernière partie, c'est une sorte d'épilogue, donc c'est un texte qu'on a écrit à deux mains avec Margot Pietri, dans lequel la jeune fille qui est tombée dans la piscine ce soir-là s'autonomise de la fiction et produit son propre récit. Et ça se termine par une compilation d'articles qu'elle a trouvé dans une base de données sur les piscines. Et en fait, elle en organise la dramatisation. Donc ça part de la construction d'une nouvelle piscine à Paris, aux piscines écologiques, et puis ensuite les staphylocoques et champignons, et à la fin, les accidents mortels. Voilà. Et en fait, je me suis dit que c'était un peu débile parce que j'avais pris une clé USB pour vous montrer des images. De l'autre côté. Non, c'est ça. Par contre, je suis un peu nulle en PC, du coup. Ouais, t'es en dessous. Là. Voilà. Ah non, ça c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est de la... Je pense. À la sortie, alors en fait. Si, si. C'est juste un PDF. Pardon. On perd trop de temps. Bah sinon on peut commencer à lire. C'est lequel? C'est mémoire blanche. En dessous. Là. Là. Et peut-être. On peut faire. Voilà. Hop. Donc voilà, en gros c'est juste pour vous montrer un peu la forme. Et du coup je me suis dit que comme en fait c'était plutôt un grand jeu toute cette chose, ce serait peut-être bien de le mettre en voix et du coup de le lire avec Jérôme parce que Jérôme fait partie du mémoire puisque je l'ai fictionnalisé et transfictionnalisé. Voilà. Paraît-il. Mauss redéfinit l'objet des sciences sociales. Il pose le terrain en méthode. Le fait social ne sera accessible qu'à celui qui aura vécu l'expérience de l'indigène. Il nécessite une compréhension immanente de la société observée. La langue n'est pas transparente et la stricte fidélité aux faits ne suffit pas à définir une expression. Si la méthode de l'ethnologue est donc de pénétrer de manière immanente les sociétés qu'il étudie, on peut alors se demander si la transcription, la restitution de cette expérience doit en être l'image.
Il faut faire pénétrer le lecteur dans cet univers. Le style devient important. On pense à Achille qui raconte en s'en tenant aux faits précis et à Ulysse, à l'inverse, qui trompe car il crée une véritable narration, un style de récit auquel on se prend. N'allons pas trop loin. Les réflexions sur le style sont embryonnaires. Le mot « atmosphère » revient sans arrêt dans les écrits des ethnologues et désigne ce qui manque au document. Griaule, dès le premier chapitre de la méthode de l'ethnographie sur la question de l'enregistrement cinématographique, reconnaît, contre toute attente, une certaine légitimité au film documentaire, contre le document filmé. Il écrit « Le documentaire public donne une idée plus juste de l'objet à traiter que le film à l'état brut. C'est là le rôle intéressant de l'art en ce domaine. Il restitue une réalité exacte. Autrement dit, le détail judicieusement choisi et encadré est plus évocateur de l'atmosphère réelle que le document pur et simple, avec ses longueurs inévitables qui noient l'atmosphère. » 25, 17, 29, 32. Marianne entre dans l'appartement, la caméra l'y attend, elle avance, change de pièce, la caméra la précède. Elle avance vers celle-ci, puis la dépasse. Marianne est de dos maintenant, elle ouvre la porte. Cut. Plan fixe sur Marianne, vue de face, son visage, ses épaules, à nouveau le fond est bouché, le mur. Cut. On suit Gérard entrer dans l'appartement. Cut. Gros plan sur Marianne, une larme coule sur sa joue, l'ombre de Gérard se déplace sur son visage. Travelling, la caméra glisse sur la main de Marianne, prise par celle de Gérard. Elle s'arrête sur les deux mains jointes. Tu m'aimes? Cut. Marianne et Gérard sur le même plan, ils sont assis. Marianne est face à nous, Gérard de profil, elle le regarde. Oui. Comment? Très fort. Il tourne son visage vers elle. Ça ne veut rien dire très fort. Il peut aimer les spaghettis très fort. Il tourne son visage à nouveau. Ne la regarde plus, il sourit. Non, non, en français, il la regarde avec les gens qu'on aime très fort. Oui, mais je suis pas française. D'accord, alors je t'aime à la folie, comme un fou. Il la regarde. Je veux pas parce que le jour où tu ne seras plus fou, tu m'aimeras plus. Il tourne son visage, regarde dans le vide. Alors disons que je t'aime mortellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais t'aimer jusqu'à la mort. Il tourne son visage vers elle. Ça veut dire que je t'aime jusqu'à la mort, plus fort que la mort, au-delà de la mort. Il tourne son visage vers elle, à nouveau vers le bas. Elle serre sa main, lui tend les bras, puis se cache le visage. Cut. Lévi-Strauss insère dans son récit un texte écrit sur le moment. Moment d'une correspondance heureuse entre l'écriture et l'expérience. Il choisit l'italique pour inscrire et ainsi isoler ses notes qui décrivent sur le vif un coucher de soleil. On se rappelle la description des clochers de Martinville. Un autre récit écrit sur le vif, dans lequel il est question de jeu de lumière qui disparaît avec le crépuscule du côté de chez Swann. Le texte est également inséré dans le récit des années après, et de la même manière il est isolé comme cité, mais cette fois-ci entre guillemets, comme pour exhiber la tentative littéraire ancienne, tout en signifiant que l'on y a renoncé. Le morceau est pour le témoignage d'une union possible et heureuse entre le sensible et l'intelligible, signification découverte a posteriori, et parce que cette épiphanie a été mise en rapport avec d'autres. Dire David, Charles David Hockney. Aujourd'hui, je pense à écrire le scénario d'un film dans lequel une jeune femme tomberait dans une piscine. Je pense que la piscine idéale serait la tienne. Los Angeles, le 15 janvier. Anna veut nous montrer la piscine de David Hockney parce qu'Anna raffole des piscines et que celle-ci, elle ne l'a jamais vue. Je pense qu'en ce sens, elle est très proche de Maria-Marie. Le narrateur est amoureux de Maria-Marie. Maria-Marie a été heurtée par une voiture le jour de l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Depuis, elle ne se souvient plus de rien. Maria-Marie pense qu'elle doit traverser toutes les piscines du monde afin de trouver la piscine idéale. Elle pense que le jour où toutes les filles tomberont au même moment dans toutes les piscines, le monde tel que nous le connaissons touchera à sa fin. Nous étions à la recherche de case studies dans les collines d'Hollywood et tombions sur une maison qui ressemblait drôlement à celle de David Hockney. Anna dit que c'est forcément celle-ci, alors nous sonnons. Personne n'ouvre. Son propriétaire est certainement à Londres. C'est drôle la capacité que l'on a à fantasmer la vie et les déplacements d'un homme, uniquement parce que dans un documentaire nous avons pu lire David Hockney lives and works between Los Angeles and London. Il faut voir la piscine de Bigger Splash. Alors nous escaladons le portail, mais nous ne pouvons nous introduire dans le jardin. Nous ne pouvons qu'imaginer à travers les arbres parce qu'une voiture de police nous poursuit, nous arrête. Puis les agents nous relâchent lorsqu'ils se rendent compte que nous sommes françaises, inoffensives qui plus est. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes en repérage pour la scène d'un crime du film fictionnel que nous ne tournerons jamais,
Fall into the water, ou chute dans une piscine, ou la mort par noyade, ou dans la piscine de Diege, ou etc. Afin de garder un souvenir de ce moment ou pour immortaliser la maison sans la voir, je décide d'entrer notre position exacte dans le Google Maps de mon téléphone portable. Là, sur l'écran traversé en diagonale par une énorme fêlure engendrée par une chute, on y revient, qui le partage en deux et oriente ainsi considérablement ma vision sur une image anthropique du monde, apparaît un gros point bleu sur la maison vue d'en haut et toujours divisée en deux de Diege. Notre scène de crime était là, sous mes yeux, au format 8 par 5. Il ne manquait plus que le bandeau de plastique jaune venant séparer les initiés de la mort, ceux qui ont le droit de voir, les experts, qui devraient être mexicains à mon sens, car les Mexicains ont une vision bien plus simple de la mort que la nôtre. Et comme le film doit se dérouler dans la maison de Diege et que la maison de Diege est à Los Angeles, je doute qu'il puisse en être ainsi. Cher Jérôme, j'espère que vos vacances, si vacances il y a, se déroulent bien. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire concernant le mémoire. Ma colonne fiction avançait petit à petit lorsque, lors de mes lectures, je tombe sur une nouvelle, dans la vitesse des choses de Frézanne, se nommant « La fille qui est tombée dans la piscine ce soir-là ». Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Non, ça ne me rappelle pas, parce que je n'ai pas lu le livre. Mais il y avait tout. La fille qui tombe dans la piscine, personnage secondaire, fête mondaine, reflet argenté, et même une référence à David Hockney. Je vous laisse imaginer ma surprise et mon désarroi. Bref, après l'énervement du « j'ai écrit la même histoire en moins bien », je me suis dit que c'était un signe et que finalement la colonne fiction avait trouvé sa fin, sa chute, même sans mauvais jeu de mots. Bien à vous, elle.